Nous sommes le mardi 24 mars. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous encore ce matin. Content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va revenir ensemble un peu plus tard à l'émission avec mon collègue Jean-Philippe Robillard sur cet accident d'avion qui a coûté la vie aux deux pilotes d'Air Canada. On vous en parlait hier matin. Ça s'est passé donc en soirée, tard en soirée dimanche, alors que l'appareil, vous savez, se posait à l'aéroport de LaGuardia. Quels sont les derniers développements dans l'enquête? On a compris un peu plus. En tout cas, on a certains éléments d'information qui nous permettent de se faire peut-être une meilleure idée de ce qui s'est passé, bien qu'évidemment, il y a une enquête en cours du service des transports américains. Il y a également des employés, des enquêteurs du BST, du Bureau de la sécurité des transports du Canada, qui ont été envoyés, bien sûr, à New York. Et on verra au cours des prochaines semaines, peut-être des prochains mois, les conclusions de l'enquête. Mais on va vous donner les derniers développements en ce qui a trait à cet accident, cette tragédie, donc à New York, avec Jean-Philippe Robillard un peu plus tard. L'équipe est réunie autour de la table. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Julie-Jasmine, aux actualités culturelles, on va revenir encore un peu ce matin sur Céline Dion parce que certains indices continuent d'apparaître sur un possible retour sur les planches pour Céline Dion en France. Exactement. J'ai ma carte de crédit pas très près pour nous acheter des billets d'avion pour Paris pour l'automne. On part la gang. On part sur votre bras. C'est beau Paris l'automne. C'est beau Paris l'automne. Véronique Connaissant l'a vu l'an passé. Donc, cela dit, un coup fumant parce qu'il y a ces affiches, ces mystérieuses affiches qui ont littéralement, en fait, qui sont apparues hier matin là, dans Paris avec des titres de chansons de Céline Dion. Puis elle en a rajouté hier sur son compte Instagram. Alors, je vous raconte ça tantôt. Et vous savez que c'est enregistré. L'émission est notée. Julie-Jasmine invite l'équipe à Paris pour le spectacle de Céline Dion. C'est très généreux de votre part. Merci beaucoup d'avance. On va se libérer. Oui, on va bloquer des dates. Je pense qu'on peut être capable d'être remplacé toute la gang. Là. Ça devrait être correct. La météo, Véronique, du soleil aujourd'hui, du temps gris. Un peu de soleil. Un peu. Un peu de soleil, surtout ce matin. Profitez-en. Et là, en tant que digne représentant des gens à bout de l'hiver, Mathieu, je crois que vous avez fait votre petit bout de chemin. Et puis, ce système qu'on surveille pour jeudi, on penche vers le côté un petit peu plus chaud. Alors, oui, il y aura un début de précipitation en neige là, dans la nuit de mercredi à jeudi, mais pas plus que 2 à 4 cm. Et ensuite, les températures remonteraient. Les vents vont changer de direction pour tourner sud-sud-ouest. Donc, des maximums de 4 à 6 degrés. Donc, surtout de la pluie avec ça. Ça peut toujours bouger. On continue de surveiller, mais d'ici là, vous l'avez dit, un peu de soleil ce matin quand même. L'ennuagement va se faire assez rapidement vers les Laurentides, la Naudière, l'Outaouais. Montréal, ça va se faire cet après-midi. 1 à 3 degrés au thermomètre. On retournera légèrement sous zéro la nuit prochaine. -4, -12 en secteur montagneux. Il pourrait y avoir des flocons encore au cours de la nuit. Demain, mercredi, plutôt nuageux avec éclaircies variables le matin. Les températures encore du 0, 3 degrés. C'est un petit peu sous la normale. Hein? La normale, ça devrait être 5 le jour, -5 la nuit. On est un peu en dessous de ça et ça va traîner comme ça jusqu'à jeudi où là, le mercure va remonter avec l'arrivée de ce système-là. D'ici là, aujourd'hui, peut-être un peu d'action du côté de l'Abitibi, du Témiscamingue, secteur du nord de l'Outaouais et les Hautes-Laurentides. Il peut y avoir des bourrasques cet après-midi parce que les averses de neige, oui, ne laisseront pas énormément d'accumulation, mais ça peut tomber de façon assez soudaine. Alors, possibilité de bourrasques, surtout pour le secteur de l'Abitibi, du Témiscamingue. Les vents seront du nord-ouest, les températures autour de -3. Pour ce qui est du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, une assez belle journée. Dans l'ensemble, en alternance soleil-nuage, -1 à 2 degrés. Les averses de neige commenceront ce soir, 1 centimètre ou 2. Rien d'important en termes d'accumulation. C'est variable également sur toute la portion nord de l'Ontario. On a un petit peu de neige vers Sudbury, 1 centimètre ou 2, assez venteux. Températures qui se maintiennent, -1, 3 degrés là aussi en territoire ontarien. 5 à 8 pour Toronto, Windsor aujourd'hui. On voit le soleil de ce côté, surtout à Windsor, c'est plus variable à Toronto. Variable également du côté d'Ottawa, ça deviendra plus nuageux cet après-midi avec une possibilité de flocons en fin de journée. 2 degrés, c'est le maximum.
À Vancouver, on maintient des conditions nuageuses. Il y a pas mal de pluie, surtout beaucoup de vent. Il y a des avis en vigueur pour les vents forts ce soir. Alors, les températures sont dans les moyennes. 11 degrés, c'est dans la normale pour cette période-ci de l'année, mais les rafales de vent pourraient excéder 80 km à l'heure ce soir par endroit. Dans les prairies, 5 à 7 cm de neige pour Edmonton. On aura des flocons à Calgary aujourd'hui. On est de retour avec un temps un petit peu plus hivernal de ce côté. Légèrement positif sur le sud de la Saskatchewan. Ça pourrait grimper jusqu'à 3, mais là aussi, il est question de flocons fondants principalement cet après-midi, et ça s'ennuagera sur le sud du Manitoba aussi. On est très près de zéro, côté Mercure. Alors, voyez qu'on n'y est pas encore totalement, des fluctuations à venir dans les prochains jours, parce qu'après le système de jeudi qui nous donnera essentiellement de la pluie sur le sud, il y aura un petit repli du Mercure, donc plus froid vendredi, mais ça va remonter au cours du week-end prochain. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Au sport, donc, Olivier, au tennis, Victoria Mboko passe en quart de finale à Miami. Oui, avec une belle victoire contre Mira Andreeva, match qui s'est terminé en 3 manches de 7-6, 4-6, 6-0. Vous dites 6-0 en dernière manche, c'est que Victoria Mboko a pu profiter, entre autres, d'une blessure qu'Andreeva semble avoir, dont elle semble avoir beaucoup souffert en fin de match. Une douleur au dos du côté gauche. Elle a fait appel d'ailleurs aux soigneurs en cours de rencontre. La belle surprise pour Andreeva, ça a été de remporter cette deuxième manche alors que Victoria Mboko imposait un peu son rythme avec des balles très profondes, des balles lourdes. Et pourtant, Andreeva a quand même eu réponse, même si elle était déjà un peu amoindrie par ses blessures. Et c'est en troisième manche que tout a lâché. Donc, Victoria Mboko qui bat donc la 8e tête de série de ce tournoi en rendez-vous en quart de finale avec Karolina Muchova, qui est 13e tête de série. Un tournoi qui a souri l'année dernière à Mboko parce que c'était une première invitation pour elle à ce tournoi, un premier tournoi de cette ampleur. Et c'est là qu'on avait, bon, oui, avec ses titres en niveau ITF, mais déjà sur le circuit professionnel de la WTA, c'est là où tranquillement elle avait commencé à se révéler dès la saison dernière. Donc, belle victoire pour elle hier, et la jeune de 19 ans qui poursuit sa route à Miami. Malheureusement, elle ne sera pas accompagnée de Félix Auger-Aliassime. Félix Auger-Aliassime hier qui a perdu son match face au Français Terence Atman. Une défaite en 3 manches pour Félix Auger-Aliassime, un parcours qui prend fin au 3e tour. Ça, c'est un peu décevant du côté masculin. C'était le dernier représentant canadien. Donc, Victoria Mboko, comme ça, la voie toute ouverte pour aller représenter justement le Canada à ce tournoi en ce début de saison. Grosse semaine pour le Canadien de Montréal. 4 matchs cette semaine et ça commence ce soir contre les Hurricanes. Contre les Hurricanes à Montréal. Il y aura aussi jeudi un match contre les Blue Jackets de Columbus. Puis cette fin de semaine, ce sera contre les Prédateurs samedi et contre les Hurricanes dimanche. Les 2 matchs sur la route. Donc, une semaine occupée. Les Hurricanes qui sont dans le portrait des séries, une équipe qui sera très probablement avec les Blue Jackets de Columbus aussi, qui sont tout juste derrière, qui pourchassent entre autres le Canadien de Montréal, qui connaissent de très bons moments. La bonne nouvelle pour le Canadien, bon, il y a eu cette belle victoire cette fin de semaine de 7-3 face aux Islanders de New York, où le Canadien a pu souffler un peu. Il y a Cole Caulfield aussi qui produit à une vitesse affolante et qui marque des buts à une vitesse affolante, qui s'approche du plateau des 50 buts. Et pour Mike Matheson, il y a plusieurs éléments qui lui permettent de marquer autant de buts. On écoute Mike Matheson. Je pense qu'il y a un petit chip sur son épaule, c'est sûr, mais c'est aussi le fait qu'il n'a pas besoin beaucoup d'espace non plus pour lancer la rondelle puis faire des jeux, donc ça lui aide aussi. Tu peux dire qu'il n'est pas plus vite, je pense qu'il est très, très vite. Je pense que le changement de direction qu'il y a est vraiment difficile à affronter. Souvenez-vous que Cole Caulfield avait été laissé de côté par l'équipe américaine. Bon, l'équipe américaine a remporté la médaille d'or lors des Jeux olympiques, mais ça a peut-être laissé des traces. Peut-être que ceci explique cela. On surveillera le Canadien ce soir contre les Hurricanes. Le Canadien qui est toujours au 3e rang de la division Atlantique avec 86 points. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À l'une des différents quotidiens de ce matin, on revient à peu près partout sur cet accident à l'aéroport LaGuardia à New York. On va y revenir dans les prochaines minutes avec Jean-Philippe Robillard. Il est question aussi, et c'est la une du site de Radio-Canada, du gouvernement du Québec qui compte déposer aujourd'hui son projet de loi visant à moderniser la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Les ministres Sonia Bélanger de la Santé et Simon Jolin Barrette de la Justice vont faire une conférence de presse cet après-midi. Il y a un lien avec l'actualité
l'actualité parce qu'on vous a raconté il y a quelques jours le meurtre dans un dépanneur du plateau Mont-Royal d'un propriétaire. Ça a relancé le débat justement sur ce qu'on appelle la loi P38. Ça a bousculé le programme parlementaire. Le gouvernement Legault veut donc assouplir le critère de dangerosité pour être capable d'hospitaliser quelqu'un contre son gré. Donc, il en sera question aujourd'hui dans l'actualité. Vous avez des détails déjà ce matin sur le site de Radio-Canada. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on parle entre autres de contrats douteux au privé pour recruter des élèves. Ce sont des centres scolaires ou des commissions scolaires, dans certains cas, qui avaient donné de lucratifs mandats à des entreprises privées. Il y a 8 centres de services et commissions scolaires qui se sont fait taper sur les doigts, nous dit le journal, après avoir donné des contrats à des entreprises privées, dont certaines dépassaient le million de dollars. Pourquoi? Pour recruter des élèves pour un programme très payant, un programme de lancement d'entreprise d'une durée de 300 heures qui rapportait à plus de 5 000 $ en financement public pour chaque élève qui complétait le programme. Donc, il y a eu des contrats qui ont été passés, nous dit le journal, avec des entreprises privées. L'Autorité des marchés publics a découvert certaines irrégularités, des contrats sans fin, d'autres contrats qui avaient été fractionnés pour éviter donc un appel d'offres et donc éviter d'avoir de la concurrence. C'est un programme qui a été arrêté, suspendu définitivement, sans explication par le ministère en avril 2025. Il y a même l'UPAC qui mène une enquête sur ce qui s'est passé. Vous aurez les détails dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. En une du Devoir, postuler au PSTQ un parcours du combattant, article de Lisa-Marie Gervais, avec plus d'une centaine de pages de documents à fournir. Le programme de sélection des travailleurs qualifiés n'est pas aussi simple et souple que le Québec le prétend. C'est le programme qui remplace le PEC, le programme de l'expérience québécoise. Il y a le témoignage d'une infirmière française venue travailler dans un CHSLD à Granby qui parle de 150 pages de documents à remettre. Donc, il faut, par exemple, donner les cours. En fait, pour chaque emploi occupé ici ou à l'étranger, il faut donner les 5 dernières années, des bulletins de salaire, des relevés de cotisation syndicales. Bref, c'est assez complexe et c'est peut-être plus long que ce que l'on peut laisser croire à remplir et plus compliqué de retrouver des documents également pour les gens qui veulent postuler au PSTQ. Donc, vous pourrez lire ça dans le Devoir. En une du Globe and Mail... Il est question du un poste d'ombudsman fédéral qui est chargé d'enquêter sur des violations de droits de la personne à l'étranger commises par des entreprises canadiennes. Ce poste-là d'ombudsman créé sous Justin Trudeau est vacant donc depuis plusieurs mois et depuis 10 mois en fait. Et il n'y a personne pour l'instant qui est en voie d'occuper ce poste-là. C'est un poste qui avait été créé justement pour mener des enquêtes sur des entreprises canadiennes et les agissements des enquêtes des entreprises canadiennes à l'étranger. Il y a des critiques qui estiment que M. Carney accorde moins d'importance aux droits de la personne dans son gouvernement, alors qu'il met de l'avant, par exemple, des liens commerciaux avec des pays comme la Chine et comme l'Inde. Par le passé, d'ailleurs, ce bureau de l'Ombudsman avait examiné des allégations de travail forcé des Ouïghours en Chine. Donc, toujours personne pour occuper ce poste. Ça retient l'attention en une du Globe and Mail. Et je termine dans la presse. Est-ce qu'il y aurait moins de bagarres dans les écoles en raison de l'interdiction de l'utilisation des cellulaires? C'est une piste, en tout cas, qui est explorée par la journaliste Mélanie Marquis, des témoignages d'élèves qui disent, vous savez, les cellulaires, c'est facile, on peut capter des bagarres, ça peut devenir viral sur Internet. Certains pourraient être tentés de faire un spectacle, de faire une mise en scène avec ça. Des directions d'école, services de police interrogés disent qu'il est peut-être trop tôt pour faire un lien direct et de faire un bilan, mais est-ce que ça pourrait être un des effets de l'interdiction des cellulaires en classe? C'est pas impossible. On peut lire ça dans la presse ce matin. Jean-Philippe Robillard est de retour avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. De retour, enfin, il arrive en studio. Ben oui. De retour depuis hier. Mettons. De retour voilà. OK. Les autorités américaines poursuivent leur enquête à LaGuardia, à l'aéroport, bien sûr, à la suite de cet accident. Les autorités canadiennes aussi collaborent à cette enquête-là pour comprendre ce qui s'est passé. Plusieurs enquêteurs sont d'ailleurs sur le terrain depuis hier. Oui, et la piste 4, Mathieu, de l'aéroport où est survenue la collision, est bien toujours fermée au trafic aérien, aux avions. Et
ça va être comme ça, là, selon les autorités américaines, au moins jusqu'à vendredi. Et hier, toute la journée, donc, il y a eu des enquêteurs de l'Agence américaine de sécurité des transports qui ont été sur place pour tenter de comprendre ce qui est arrivé, pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des experts en aviation également qui ont été sur les lieux. Hier, imaginez, là, il y avait environ 25 spécialistes là, qui se sont promenés autour de l'appareil pour tenter de récolter certaines informations, pour tenter d'en savoir plus. C'est une enquête qui est menée conjointement avec l'Administration fédérale de l'aviation et, vous l'avez dit également, le Bureau de la sécurité des transports du Canada y collabore aussi. Hier, il y a la boîte noire de l'appareil, ou si vous préférez l'enregistreur de vol de l'avion qui a été retrouvé, qui a été récupéré. Ça va aider, Mathieu, le travail des enquêteurs pour tenter de comprendre comment un tel accident a pu se produire et l'enquête donc qui va se poursuivre aujourd'hui. Il y a d'autres enquêteurs qui vont arriver sur les lieux parce qu'il y a encore beaucoup, on s'en doute bien, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui avancent, et on en parlait nous-mêmes hier, qui avancent une erreur de communication du contrôleur aérien dans ce dossier-là. C'est aussi ce que pense là, Denis Germain, qui est un instructeur de vol, mais également un ancien pilote de Boeing. En fait, il y a 3 facteurs qui sont en ligne de compte présentement avec cet accident-là. C'est que le vol d'Air Canada 646 avait été autorisé à atterrir, alors qu'on avait aussi permis aux camions d'urgence de traverser 7 pistes qui étaient actives pour ce vol-là. Et là, le dernier facteur, c'était que ces camions-là ont été appelés parce qu'un avion qui avait des problèmes dans la cabine apparemment d'odeur. Maintenant, la raison pour laquelle le contrôleur a autorisé l'avion à atterrir ainsi que le camion d'urgence a traversé la piste, ça va rester en fait les investigations qui vont pouvoir essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé. D'ailleurs, c'est intéressant, dans l'enregistrement, hier, on comprend que le contrôleur aérien semblait admettre là, qu'il avait commis une erreur. Oui, I messed up, qui disait je me suis trompé ou j'ai fait une erreur. On connaît aussi l'identité des 2 pilotes qui ont perdu la vie. Oui, on savait hier qu'il y avait Antoine Forêt, un Québécois de 30 ans de Coteau-du-Lac qui avait perdu la vie. Lui, c'était le pilote. Mais on sait également que sa copilote, Mackenzie Gunter, mais elle, on n'a pas beaucoup de détails, on n'a pas davantage d'informations sur cette personne-là. On n'en sait pas plus. Donc, deuxième personne, donc c'était l'autre pilote qui a perdu la vie. Quant aux 9 personnes là, qui sont toujours hospitalisées, là, on ne connaît pas leur état de santé. Au total, il y avait 72 passagers, 4 membres d'équipage. Là. Et les passagers qui ont survécu à l'accident sont encore, évidemment, on le comprend, sous le choc. Oui, parce que plusieurs d'entre eux ont craint le pire au moment de la collision. C'est le cas de Clément Lelièvre, un des passagers du vol. On a senti que nous avions atterri parce qu'on avait senti que les roues avaient touché le sol. Et au moment où on a touché le sol, je pense que le pilote a fait du mieux qu'il a pu et il nous a peut-être un peu sauvés parce qu'il a breaké, il a freiné instantanément. Donc c'est là que la plupart des passagers, dont moi, on a tous heurté le siège devant. C'est là qu'on a été un peu blessés, mais je pense qu'il a, tout a collapsé. Et j'ai vu qu'à un moment donné, tout est devenu noir, tout s'est collapsé, tout s'est détruit devant à partir de la business class. Et voilà, c'est arrivé très très vite. Des moments certainement terrifiants, angoissants pour ces gens-là. Merci Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids. Céline Dion que l'on entend, Julie Jasmine. Je pense que tous les jours, vous allez nous en parler juste pour le plaisir de mettre du vous en faire Céline écouter. Dion en ondes. Ouais, non, mais il y a plus d'indices vers un possible spectacle, un retour sur scène de Céline Dion à Paris. Comme ces mystérieuses affiches qui auront poussé hier dans les rues de Paris, dont avec les titres de chansons comme Pour que tu m'aimes encore, My Heart Will Go On, écrite en lettres attachées, fond blanc, écriture noire. Donc ça, c'était hier matin à Paris. Et plus tard, durant la journée, elle a fait une publication Instagram avec des photos d'elle à Paris à différents moments, parfois toute jeune, parfois un peu plus vieille. Et il est écrit « Je ne sais pas comment te dire », 3 petits points. Alors, elle a quelque chose à annoncer. Donc, on peut dire que c'est un coup fumant quand même, un coup marketing. Je vous rappelle le scoop d'Hugo Dumas dimanche dans la presse. Ça a été repris par tous les médias français hier durant la journée, ainsi que les médias américains. Mais là, la grande
grande question, quand est-ce qu'on aura l'annonce officielle? Quand est-ce que les prix des billets d'avion vont monter, Mathieu? C'est la grande De question. toute façon, ils montent déjà avec le prix du kérosène Bon qui est en hausse. Parlons des codes d'écoute des émissions de télévision au Québec qui seront de nouveau publiés. Ça avait arrêté d'être publié, ça. Depuis 4 ans, parce qu'on avait une nouvelle mesure qui comptait l'écoute en ligne. On voulait éviter la confusion, mais là, il y a un palmarès qui, à chaque mardi, va sortir. Ce seront les 30 émissions les plus regardées par les Québécois francophones. C'est Numéris, évidemment, qui est l'organisation qui comptabilise les codes d'écoute, qui va le faire chaque semaine et ça va concerner la semaine d'avant, finalement. Alors, ça va compter l'écoute en direct puis aussi en différé, mais dans un rayon d'une semaine, OK? Par contre, si vous êtes en rattrapage sur des plateformes en ligne, ce ne sera pas inclus. Puis ça va nous donner aussi un portrait plus global de notre santé, de notre télé, premièrement. Puis aussi, ça sert de référence pour les tarifs publicitaires, là, pour ceux, évidemment, qui veulent... puis les stratégies de programmation des stations de télé, évidemment. Voilà. Toujours curieux quand même de jeter un œil à ces codes d'écoute. Un documentaire disponible aujourd'hui sur le site web de Télé-Québec. Ça s'appelle « À mon chevet, autopsie du système de santé ». Oui, puis c'est une formule un peu atypique. J'ai envie de dire, c'est comme un début de fiction, c'est-à-dire avec un personnage principal qui est le système de santé, joué par un comédien qui est Jean-Moïse Martin. C'est lui le grand malade. Et donc, on pose finalement des réflexions sur le milieu. Ici, votre système de santé. Oui, le vrai. À votre santé. J'ai les résultats de vos examens. Ça va pas, hein? Vous êtes en décomposition lente. C'est toujours qu'il y a un mur qui s'en vient pour le réseau de la santé. Alors, je vous corrige, il est arrivé et on l'a frappé d'aplomb. Les Québécois attendent... Autopsie, effectivement, de ce qui va mal dans notre système de santé. Absolument. L'échec des GMF, le poids du ministère, le poids des syndicats aussi. C'est divers spécialistes qui parlent, comme celle que vous avez entendue en bout d'extrait. C'est une médecin de famille en soins palliatifs. Puis il y a aussi un analyste en politique publique qui dit que dans les 10 prochaines années, le nombre de personnes de 75 ans et plus va bondir de 40 %. Alors déjà que le système va mal. Alors, puis comment ça, le système de santé qui était notre fierté nationale il y a 55 ans, sa création, en est arrivé là? Alors, on fait ça, on fait cet exercice-là. C'est sur le site de Télé-Québec dès aujourd'hui. Ça s'appelle « À mon chevet, autopsie du système de santé ». Ce sera diffusé le 30 mars. C'est très intéressant. Cette formule-là aussi, fiction de cul, bref. Très d'actualité, en tout cas, ça c'est clair. 43e Festival de la chanson de Petite-Vallée en Gaspésie qui vient de boucler sa programmation. Oui, bien, on avait déjà quelques annonces, dont l'artiste passeur que vous entendez, Marjo. Mais là, on comprend qu'on va lui rendre hommage avec une chorale d'enfants le 25 juin. On parle de 325 petits Gaspésiens. Il y aura son spectacle Je lâche pas. Puis aussi un grand spectacle hommage qui sera animé par Ève Côté, qui est gaspésienne, l'humoriste, et Émile Proulx-Cloutier. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Je vous en prie. Bonne journée. Et c'est sur Marjo qu'entre en studio Marie-Michel Verdua. Salut Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Ce que l'on va surveiller aujourd'hui en politique provinciale, le Parti conservateur du Québec a recruté dans ses rangs une ancienne ministre caquiste. Le chef conservateur Éric Duhem doit annoncer ce matin que Maïté Blanchette-Vézina portera désormais les couleurs de sa formation. Selon nos sources, son arrivée comme représentante de l'aile parlementaire au sein du Bureau exécutif national, ça a été entériné à l'unanimité hier soir. La députée, il faut dire qu'elle siégeait comme indépendante depuis les derniers mois. Elle avait claqué la porte de la Coalition Avenir Québec après avoir perdu son poste de ministre des Ressources naturelles et des Forêts lors du dernier remaniement, c'était en septembre. Et depuis, le chef conservateur n'avait pas caché être en opération séduction pour la recruter. Autre dossier, la Commission sur l'avenir du sport au Canada va publier aujourd'hui son rapport final, le document qui doit présenter les conclusions et les recommandations de la Commission pour améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada. Et un petit mot sur Israël qui poursuit ses frappes contre le Liban. 2 personnes tuées ce matin selon le ministère libanais de la Santé. Quelles sont les solutions envisageables pour le Liban? Entretien avec 3 responsables aux opinions divergentes. C'est un texte de Rania Massoud à lire sur notre site web. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci d'être à l'écoute. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.